Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du système circulatoire et de la circulation du sang au cœur de ce système. Pour commencer, on va voir les différentes parties. Donc, le système circulatoire est formé du cœur, qui est l'organe principal, du réseau artériel, formé des artères, des artérioles et des capillaires artériels, et du réseau veineux, formé des veines, des vénules et des capillaires veineux. Le cœur, c'est la pompe. C'est ce qui sert à propulser le sang à l'intérieur du système circulatoire. Quand le sang sort du cœur, il se retrouve dans une artère, qui est un vaisseau sanguin à haut débit. Ensuite, il passe dans les artérioles, qui sont des ramifications des artères. Puis ensuite, il se retrouve dans les capillaires artériels, qui permettent l'échange gazeux entre les cellules et le sang, ou plus précisément, la diffusion de l'oxygène du sang vers les cellules. Par la suite, on dit que les capillaires sont veineux, parce que le CO2 prend la place de l'oxygène dans les capillaires. Donc, les cellules vont échanger leur CO2 pour de l'oxygène. Donc, l'oxygène est rentré dans la cellule, le CO2 sort de la cellule et se retrouve dans le sang des capillaires. Ce sang-là va retourner au cœur en passant d'abord par les vénules, puis par les veines, qui sont des vaisseaux à haut débit qui permettent le retour du sang au cœur. La principale veine de retour du sang au cœur après le passage dans tout le corps est la veine cave, qu'on retrouve juste ici. Ici et ici. Il y a deux types de circulation du sang dans le cœur. Il y a la circulation pulmonaire qui permet d'oxygéner le sang et la circulation systémique qui permet de distribuer l'oxygène dans les tissus et les organes. On va commencer avec la circulation pulmonaire qu'on appelle aussi petite circulation. Donc, c'est la circulation qu'on voit ici en haut. Donc, la première étape, c'est le sang pauvre en oxygène et chargé en CO2, donc le sang qui arrive du corps, est ramené par les veines caves, donc les veines qui sont ici et ici, donc les veines caves, dans l'oreillette droite. Donc, le sang arrive par les veines caves de l'ensemble du corps et se retrouve dans l'oreillette droite. L'oreillette droite va déverser son sang dans le ventricule droit. Les ventricules, ce sont les chambres du cœur qui sont spécialisées dans la propulsion du sang à l'extérieur du cœur. Le ventricule droit, lui, va propulser le sang dans le tronc pulmonaire, qui se divise en artères pulmonaires, qui vont amener le sang vers les poumons dans un lit de capillaires pulmonaires. Ce lit de capillaires pulmonaires va permettre les échanges gazeux entre les alvéoles des poumons et le système circulatoire. Donc, en fait, le sang va pouvoir redonner le CO2 aux alvéoles et les alvéoles vont donner l'oxygène au sang. Donc, on va se retrouver avec un sang oxygéné qui peut maintenant retourner au cœur pour être expulsé dans la grande circulation. Donc, le sang riche en oxygène des capillaires pulmonaires va revenir au cœur par les veines pulmonaires dans l'oreillette gauche et c'est là que se termine la petite circulation. Donc, si on reprend, le sang pauvre en oxygène est ramené par les veines caves dans l'oreillette droite. L'oreillette droite va déverser le sang dans le ventricule droit qui, lui, va propulser le sang dans le tronc pulmonaire qui se divise en artères pulmonaires. Le sang est dirigé vers les poumons par les artères pulmonaires gauche et droite. Le sang circule dans les capillaires enveloppant les alvéoles. Les globules rouges vont se promener à la file indienne dans ces capillaires pour permettre l'échange de CO2 et d'oxygène entre le sang et les poumons. Donc, le sang va se charger en oxygène, va devenir riche en oxygène et va être ramené par les veines pulmonaires jusqu'à l'oreillette gauche. C'est la petite circulation, c'est la circulation qui permet d'oxygéner notre sang, donc qui va permettre ensuite d'oxygéner le reste du corps. Donc, c'est très important. Et le vaisseau qui est important là-dedans, c'est le tronc pulmonaire, parce que c'est lui qui permet la sortie du sang faible en oxygène du cœur pour aller vers les poumons.
Donc, tout se passe au niveau du tronc pulmonaire qui se divise en artères pulmonaires pour aller jusqu'au poumon. Il faut remarquer ici que dans la circulation pulmonaire, le sang faible en oxygène va circuler dans les artères, alors que le sang riche en oxygène va circuler dans les veines. En effet, le sang qui sort du cœur va toujours sortir par les artères et le sang qui entre dans le cœur va toujours entrer par les veines. Donc, dans ce cas-ci, c'est le sang vicié qui va passer dans les artères et le sang riche en oxygène qui va passer dans les veines. La deuxième circulation est appelée la circulation systémique ou grande circulation. Ce sont des synonymes. C'est la circulation que l'on voit au bas du schéma ici. Donc, cette circulation-là permet de distribuer l'oxygène dans tout notre corps, au niveau de tous nos organes, de tous nos tissus, toutes nos cellules. Ça commence dans l'oreillette gauche. Donc, le sang riche en oxygène est ramené par les veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. L'oreillette gauche va envoyer son sang dans le ventricule gauche, qui est un ventricule ou une chambre du cœur qui est très musculaire. Ce ventricule-là, en se contractant, va propulser le sang dans l'aorte. L'aorte, c'est la plus grosse artère de notre corps. De l'aorte, le sang va circuler dans les artères, les artérioles, les capillaires, et il va arriver dans le lit des capillaires tissulaires. Donc, au niveau des capillaires tissulaires, encore une fois, les globules rouges vont se promener à la file indienne pour faire les échanges gazeux. Cette fois-ci, c'est l'oxygène qui va entrer dans les cellules et le CO2 va sortir des cellules pour aller dans le sang. Donc, le sang va déverser son oxygène dans les cellules pour qu'elles puissent faire la respiration cellulaire. Mais ce faisant, il y a du CO2 qui va être produit. Donc, le CO2 va prendre la place de l'oxygène dans les globules rouges et on va revenir au cœur par le réseau veineux. Donc, vénule, veine et finalement les veines caves qui vont ramener le sang vicié ou le sang chargé en CO2 dans l'oreillette droite. Et c'est là que se termine la circulation systémique. Donc, la circulation systémique, si on reprend, c'est le sang riche en oxygène qui va circuler dans cette circulation-là. Donc, le sang riche en oxygène est ramené par les veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. Ce sang-là va se déverser dans le ventricule gauche, qui va propulser le sang dans l'aorte, la plus grosse artère du corps. Le sang va être dirigé vers les organes et les tissus du corps par le réseau artériel. Il va finalement se retrouver dans le lit capillaire des tissus, où les globules rouges vont distribuer l'oxygène aux cellules et recueillir le CO2 des cellules pour le ramener vers le cœur. Le sang vicié, riche en CO2, va être ramené par le réseau veineux jusqu'à l'oreillette droite, dont l'entrée est les veines caves. Donc, cette circulation-là est importante parce qu'elle permet de distribuer l'oxygène aux cellules. Donc, c'est ce qui rend possible la respiration cellulaire dans nos cellules, dans nos muscles, pour la production d'énergie. Les deux circulations sont complémentaires. On a besoin des deux circulations pour que tout fonctionne dans notre corps. Donc, la circulation pulmonaire, c'est la base parce que c'est elle qui permet d'oxygéner notre sang. Et ensuite, la circulation systémique, elle, permet de distribuer l'oxygène, donc est un bon complément à notre circulation pulmonaire. Maintenant qu'on a vu tout le fonctionnement du cœur, des vaisseaux sanguins, des éléments figurés du sang, on est rendu à voir les problèmes. Donc, les maladies qui sont imputables à ce système-là. Donc, la première maladie dont on va parler, c'est l'angine et l'infarctus. Donc, l'angine, c'est un symptôme qui est précurseur à l'infarctus. Donc, généralement, les gens vont faire de l'angine avant de commencer à faire une crise cardiaque, avant d'avoir un infarctus. L'angine et les infarctus, c'est dû à l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est les dépôts de gras qui peuvent tapisser nos artères. Donc, vous voyez ici une artère. Tout ce qui est en jaune, c'est des dépôts de gras. Donc, les dépôts de gras, ce que ça fait, c'est que ça diminue la lumière de l'artère. La lumière de l'artère, c'est la partie creuse où le sang circule. Donc, il y a moins d'espace. Le volume de l'artère est plus petit.
Ce qui fait que quand le sang circule dans cette artère-là, qui est en partie bouchée par les dépôts de gras, la pression augmente. Et la pression, elle augmente tellement pendant un effort physique que ça va causer de la douleur. Ça, c'est l'angine. Donc, l'angine est un symptôme d'une pression trop élevée dans les vaisseaux coronaires. Si par contre, l'obstruction devient complète par exemple, un caillot qui passe dans cette zone-là, donc on a toujours les dépôts de gras qui sont présents, un caillot passe par là, il n'y a pas assez d'espace pour faire circuler le caillot reste pris. À ce moment-là, le sang ne peut plus circuler dans cette artère-là, donc ne va pas aller nourrir les cellules qui sont après le blocage. Donc, il y a une partie du cœur qui va mourir. On va l'appeler la zone ischémique, la zone qui manque d'oxygène. Là, on parle d'un infarctus. Un infarctus, c'est une crise cardiaque. C'est une maladie grave parce qu'il y a une partie du cœur qui meurt. Les infarctus vont être présents dans les artères coronaires. Les artères coronaires, ce sont les artères qui nourrissent le cœur, qui oxygènent le cœur. Donc, si on n'a pas d'oxygène qui se rend dans le tissu cardiaque, ben, les cellules ne peuvent plus faire de respiration cellulaire, il n'y a plus d'énergie qui est produite, la zone meurt. Dans l'angine, il n'y a pas de mort de cellules, c'est juste un symptôme. C'est pas bénin parce que ça nous indique qu'il y a des obstructions partielles et qu'il y a un risque d'infarctus, mais on n'en meurt pas. Tandis qu'un infarctus, c'est grave parce qu'il y a une partie du cœur qui meurt et si cette partie-là est trop grande, la personne peut décéder. Deuxième maladie dont on va parler, c'est les ICT et les AVC. ICT, c'est l'ischémie cérébrale transitoire. AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. Ça ressemble beaucoup à angine et infarctus, sauf que cette fois-ci, ça a lieu au niveau du cerveau. Donc, l'ischémie cérébrale transitoire, c'est quand un vaisseau est partiellement bouché par des dépôts de gras au niveau du cerveau. Quand on va faire une activité physique ou quand on va avoir eu un stress intense, ça se peut que le sang ait de la difficulté à circuler dans cette zone-là et ça va causer de la douleur, donc un mal de tête. Les ischémies cérébrales transitoires, ça dure pas longtemps. Ça va passer généralement au repos. Ça va pas nécessairement laisser de séquelles. C'est plus un avertissement que l'AVC est probable. L'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. C'est un peu comme l'infarctus, mais ça se passe au cerveau. Il y a deux possibilités. Il y a l'accident ischémique et il y a l'accident hémorragique. L'accident ischémique, c'est quand on a des dépôts de gras dans une artère au cerveau et que là, il y a un caillot qui passe par là et qui reste pris. Donc, c'est vraiment comme l'infarctus. Donc là, le flux sanguin est bloqué. Il y a une zone du cerveau qui ne reçoit plus d'oxygène, donc qui est en danger de mort. Les AVC, ça va souvent laisser des séquelles comme de la paralysie, des troubles de mémoire, des troubles du langage. Ça dépend de la zone qui est affectée. L'accident hémorragique, c'est ce qu'on appelle la rupture d'anévrisme. Un anévrisme, c'est une petite déformation dans un vaisseau sanguin qui est due généralement à de l'hypertension artérielle. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Ça fait comme une petite bulle au niveau de l'artère. Sauf que quand le sang circule dans l'artère à haute pression, cette zone-là, elle est fragilisée, donc il y a un risque qu'elle soit rupturée. Donc, s'il y a rupture d'un anévrisme, le sang s'écoule en dehors de l'artère au lieu d'aller nourrir les vaisseaux plus loin et les cellules du cerveau. Donc, on va avoir les mêmes signes et symptômes qu'un accident ischémique, sauf que cette fois-ci, c'est hémorragique, donc il y a du sang qui s'accumule à la surface du cerveau et qui fait une pression sur le cerveau. La fibrillation ventriculaire, c'est un autre problème important du système cardiovasculaire. C'est un problème électrique au niveau du cœur. Donc, c'est généralement une défaillance au niveau du nœud sinusal. Donc, si vous vous souvenez du fonctionnement électrique du cœur, on a le nœud sinusal qui est la centrale principale qui va envoyer le premier influx dans les oreillettes.
L'influx va se rendre jusqu'au nœud auriculo-ventriculaire qui va retenir l'influx électrique jusqu'à ce que les oreillettes soient complètement contractées. Et à ce moment-là, le nœud auriculo-ventriculaire va laisser le courant circuler dans les faisceaux de His jusqu'à l'apex. Et quand le courant atteint l'apex, il va se diffuser dans le réseau de Purkinje pour permettre la contraction des ventricules et l'expulsion du sang à l'extérieur du cœur. Donc, dans une fibrillation ventriculaire, ce qui se passe, c'est que le cœur, au lieu de battre, va vibrer. Donc, parce qu'on a une défaillance au niveau du nœud sinusal, on a des foyers électriques qui apparaissent un peu partout dans le cœur, qui fait qu'il y a des influx électriques qui sont envoyés de façon désorganisée. Donc, le cœur vibre, mais la personne n'a pas de pouls parce que les mouvements du cœur ne sont pas coordonnés. Donc, ça ne permet pas une circulation sanguine normale. On pense dans ce temps-là que le patient est en arrêt cardiaque et c'est en fait 85% des arrêts cardiaques sont en fait des fibrillations ventriculaires. Donc, le cœur n'est pas arrêté. Il est en train de vibrer. C'est juste qu'il ne bat pas de façon coordonnée. Pour régler ce problème-là, on doit faire la défibrillation. La défibrillation, c'est qu'on place des électrodes de part et d'autre du cœur du patient et on envoie une décharge électrique. La décharge électrique va venir faire taire tous les foyers électriques secondaires qui sont apparus dans le cœur. Donc, le cœur va complètement s'arrêter. Un coup qu'il est complètement arrêté, le nœud sinusal peut détecter l'arrêt des fonctions électriques du cœur et repartir de lui-même. Ou on peut l'aider avec des manœuvres de RCR à repartir avec un rythme plus régulier. Alors voilà, c'est tout pour le système cardiovasculaire. Au prochain cours, on va commencer le système lymphatique, qui est un système parallèle au système cardiovasculaire, mais qui permet la circulation de la lymphe, un tissu conjonctif liquide, qui est en fait un filtrat du plasma sanguin. Donc, les réseaux lymphatiques, les réseaux de vaisseaux lymphatiques sont toujours près des réseaux capillaires sanguins et ils travaillent ensemble. Donc, ça va être la suite de notre cours. Pour l'instant, je vais vous demander d'aller faire les activités sur Learning Apps et je vous souhaite une bonne journée.